Si je reviens rapidement vers vous, c'est que notre budget n'est toujours pas bouclé et que cela constitue pour nous une grande préoccupation. Ce budget est d'autant plus indispensable qu'il va être principalement tourné vers la sécurité. Il nous faut impérativement moderniser le puissant site de TV Liberté, mais plus encore, le protéger des attaques informatiques dont il est fréquemment l'objet. La sécurité comme première priorité. Je sais les efforts consentis par beaucoup d'entre vous et je n'ignore pas la difficulté supplémentaire des fins de mois actuellement. Mais si chaque abonné nous donne ne serait-ce que 1 euro, nous sommes sortis d'affaires pour plusieurs mois. C'est donc à notre portée. Merci. Merci de votre aide rapide. Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom. Aujourd'hui, mon invité, Uli Windisch. Bonjour monsieur. Bonjour, Pierre Bergeron. Uli Windisch, vous êtes professeur honoraire de sociologie, communication, médias à l'Université de Genève. Vous êtes également le directeur du site de réinformation lesobservateurs.ch que TV Liberté relaye dans sa lettre d'information du mercredi. Et vous publiez cet ouvrage, le voici, La Suisse trahie par les siens. Pour le réel, contre sa perversion par l'idéologie. C'est vous qui l'éditez vous-même, édition Les Observateurs. Il est évidemment question dans cet ouvrage de démocratie directe. Uli Windisch, vous dites qu'elle n'est pas qu'une technique électorale. C'est quoi au juste la démocratie directe en Suisse? Alors justement, vous voyez, c'est une question fondamentale. Souvent, à l'étranger, on envie cette démocratie directe en pensant que le peuple peut développer des initiatives populaires sur n'importe quel sujet, c'est le cas en Suisse. 100 000 citoyens peuvent obliger, ça c'est extraordinaire, l'ensemble de la population à se prononcer sur leurs préoccupations. Alors, pas seulement technique électorale, pourquoi? Parce que il y a un vécu au quotidien de la démocratie directe qui est un état d'esprit. Si vous voulez, c'est une façon de vivre au quotidien, le social, la politique. Tout peut être discuté par tous. Et lorsque des acteurs sont déterminés sur un sujet, ils développent une initiative populaire, et 100 000 citoyens, et ensuite le reste du pays doit se prononcer sur cela. Donc ça oblige à la discussion. On dit que les Français, c'est un peuple politique, mais les Suisses, vous l'êtes encore plus. Oui, si c'est le politique dans le sens d'une expression quotidienne, populaire. Souvent, on fait de la politique sans le savoir, si vous voulez. Alors, cette démocratie directe, il y a un idéal, un modèle. Bien sûr, ce n'est pas parfait. Il y a un modèle. C'est la démocratie directe va de pair avec quelques autres caractéristiques. Par exemple, le fédéralisme. Voyez-vous, au niveau européen, le fédéralisme, c'est la centralisation. Chez nous, c'est tout à fait le contraire. C'est la décentralisation. Vous êtes une confédération helvétique. Nous sommes une confédération helvétique. Et le leitmotiv, on pourrait dire, c'est ce que la commune peut faire, le canton ne doit pas le faire. Ce que le canton peut faire, la confédération ne doit pas le faire. On appelle ça le principe de subsidiarité. Exactement. Et on pourrait ajouter, ce que la confédération suisse peut faire, l'Union européenne, par exemple, ne doit pas le faire. Alors que vous avez en Suisse, en ce moment, des gens qui militent pour que la Suisse entre dans l'Union européenne, surtout la gauche et les Verts, bien sûr. Ça serait la fin d'une grande partie des possibilités qu'offre la démocratie directe. Mais l'obsession est là, ils rêvent d'aller à Bruxelles, de se soumettre, il faut être clair, c'est ça, parce que à ce moment-là, vous comprenez, l'Union européenne, vous en avez l'expérience, dicte une grande partie de la politique aux autres pays. Et ça, en aucun cas, nous n'en voulons. Ce serait effectivement une soumission, une trahison des fondements de la Suisse. Uli Windisch, ne rigolez pas à ma question. Est-ce que le pouvoir politico-médiatique français serait prêt à une démocratie directe? Mais en aucun cas. En aucun cas. Alors, prenons un exemple concret. Ça voudrait dire, en France, que demain,
un ensemble de citoyens, on mettrait le chiffre de toute façon tellement élevé qu'ils n'en voudraient pas, disent, voilà, on veut limiter l'immigration en France de tant de pourcents à tant de pourcents. Obligation structurelle du pays de se prononcer. On veut, en Suisse, on a voté là-dessus, on a interdit les minarets. Vous voyez, c'est très intéressant, ça. C'est que c'était un thème minoritaire et l'ensemble de la population a finalement approuvé. C'était miraculeux. Donc, parfois, les citoyens sentent qu'ils ont un pouvoir, même si on essaye de tout faire pour le limiter. Certains veulent aujourd'hui activement limiter la démocratie directe, par exemple en augmentant le nombre de signatures, mais aussi en, si vous voulez, en essayant d'invalider une initiative parce qu'elle ne serait pas bien formulée, il n'y aurait pas ce qu'on appelle l'unité de matière. Et d'une autre manière encore, même au niveau central de la chancellerie, il y a un groupe de travail qui se demandait comment limiter la démocratie directe, alors que partout ailleurs, elle est enviée. Vous voyez, c'est surréaliste. Comment les médias suisses ou Windisch font-ils vivre, font-ils fonctionner cette démocratie directe? Alors, je croyais que c'était une plaisanterie. Mais si vous voulez, les médias suisses donc, sont hétérogènes. Prenons l'exemple de la Suisse romande, si vous voulez. En Suisse romande, vous avez des médias qui sont très fortement bien pensants, adeptes de toutes les causes actuelles, des minorités, du wokisme, de tout cela. Donc, il n'y a pas de réel contre-pouvoir médiatique en Suisse romande. En Suisse alémanique, il y a des journaux patriotes, souverainistes, de droite, disons les choses. Et en Suisse romande, vous n'avez rien de tout ça. Donc, on est carrément dans un état de sous-développement médiatique en Suisse romande. Et figurez-vous que le fameux diable, Blocher, voulait racheter des journaux gratuits. Ça aurait peut-être été un élément de diversité. Et une levée de bouclier de la gauche, même d'un gouvernement vaudois socialiste, pour empêcher par tous les moyens de racheter les gratuits, c'est pas un quotidien, vous voyez. Eh bien, tout a été mis en œuvre pour l'empêcher d'introduire un peu de pluralité et de diversité que tous les médias revendiquent. Ils disent qu'ils sont de qualité, bien sûr, divers, multiples, vraiment pluralistes, alors que ça n'est pas le cas. Donc, vous voyez, comment dire ça? On instrumentalise les caractéristiques de la démocratie directe pour la pervertir, pour la tirer dans leur sens. Il n'y a justement pas que les médias qui instrumentalisent cela. En Suisse, vous dites que les initiatives populaires à orientation patriote, à orientation nationale, sont toujours vilipendées par certains mouvements dits citoyens. C'est quoi ces mouvements en Suisse? Alors, la démocratie directe en ce moment, si vous voulez, doit faire face à un certain nombre d'acteurs qui n'avaient pas grande importance autrefois, parce que la démocratie directe est lente, il faut du temps. Vous voyez, quand vous développez une initiative populaire, elle est discutée, ça prend des années parfois, et maintenant, vous avez des acteurs totalement minoritaires qui sont tous dans l'orientation progressiste, pro-européenne, woke, bien entendu, qui vont jusqu'à s'entendre avec les centres économiques pour essayer de faire passer certaines causes. Donc, vous avez maintenant une forme, par rapport à l'esprit de discussion de la démocratie directe, vous avez une forme d'intolérance idéologique, quasiment de fanatisme idéologique, où des groupuscules veulent imposer certains problèmes, toujours dans le même sens, progressiste, woke, etc. Ça, c'est très nouveau. Et le rôle des médias, dans ce cas, eh bien, ces groupuscules, il suffit qu'ils fassent une petite action symbolique, ils ont droit un petit moment au TJ, à la télévision. Les médias sont, si vous voulez, il y a un triptyque, c'est les médias, les autorités et ces mouvements minoritaires, sur toutes sortes de causes qu'on connaît, le wokisme maintenant. Qui finance ces groupes? Il y a qui au-dessus? Qui finance? Récemment, un de ces groupements a dit qu'ils avaient reçu 400 000 francs. Mais, en Suisse? Oui, interdiction de dire qui les a donnés. La grande question. Vous devinez, comme avec l'échec de certains hommes politiques UDC, on pense même en Suisse à Soros. Soros n'agit jamais directement, vous le savez, il finance 2-3
sans ONG, par des acteurs intermédiaires, et finalement des acteurs conservés sur un problème donné reçoivent tout à coup de l'argent. Je ne dis pas que c'est vérifié, prouvé, et certainement qu'on veut surtout pas essayer de montrer. En tout cas, ça va dans son sens à lui, ça va dans le sens de l'open society. Ça, c'est capital. Complètement. Toutes les causes progressistes, immigrationnistes, si vous voulez, tout ce qui, en gros, revient à détruire le sentiment national, le sentiment patriotique de nos pays européens. Il faut en finir avec le patriotisme, le souverainisme, ces esprits réactionnaires, passéistes, tout ce que vous voulez. Et, si vous voulez, ces groupements, quand ils sont une dizaine, quelques dizaines, ont droit, lors des grands débats télévisés, ils ont droit à une place dans les émissions, comme les grands partis politiques. C'est absolument inouï. Alors on prend des gens tout à fait présentables, n'est-ce pas? Et ils ont le même temps de parole que les grands partis politiques. Donc il y a un lien très étroit entre les médias du service public et puis justement... Ces groupements, ces mouvements dits citoyens. Et alors, la Suisse, on le sait, n'appartient pas à l'Union européenne, mais est-ce que l'Union européenne intervient au niveau de ce pays pour infuser ces idées progressistes? Alors, si vous voulez, l'Union européenne, bientôt, on sera traité comme la Hongrie, la Pologne et d'autres par l'Union européenne. Il y a des négociations en cours et chaque fois, l'Union européenne dit que la Suisse ne fait pas suffisamment d'efforts pour s'adapter, pour accepter des négociations. En réalité, ce que l'on veut, je caricature à peine, c'est que la Suisse se soumette comme d'autres pays. Je suis admiratif d'un pays en ce moment comme la Hongrie, qui résiste de toutes ses forces. J'aimerais, c'est dur de dire ça, que la Suisse en fasse autant. Alors, bien sûr, ça gêne, la Suisse gêne. Le parti du Premier ministre hongrois fait quand même partie du PPE, qui est le grand parti de droite au Parlement européen. Ça ne les empêche pas de lui en vouloir. Et s'ils pouvaient, vous savez, ils auraient souhaité un changement de gouvernement. C'est bien clair, en Hongrie. Alors, en plus de ces mouvements citoyens, d'éventuellement de l'Union européenne, il y a ce que vous appelez le pouvoir des juges. On l'a aussi en France. Mais est-ce que vous vous en prenez au pouvoir des juges ou est-ce qu'il y a au-dessus d'eux? Parce qu'en France, les juges sont nommés dépendent du ministère, du garde des Sceaux. Alors, si vous voulez, je dirais que les juges, ce n'est pas un problème essentiel. Même si il y a eu une initiative populaire, vous voyez, de nouveau, une initiative populaire, pour demander que les juges soient tirés au sort. Vous imaginez, tirer au sort les juges. Là, on a quand même une répartition des juges selon les différentes forces politiques. Donc ça se rééquilibre lorsqu'il y a des décisions à prendre. Ça ne veut pas dire que la justice est d'une totale neutralité, mais ça, c'est absolument capital. De tout à coup, vous voyez, on dit il faut les tirer au sort. De même, la démocratie directe, vous avez de nouveau ces acteurs minoritaires, fanatiques idéologiquement, qui, eux, parlent de conférences citoyennes, de panels citoyens. On réunit 20-30 acteurs au hasard et vous devinez, coachés par des experts, souvent évidemment de gauche. Les professeurs qui promeuvent cela sont aussi de gauche, comme les facultés de sciences sociales, ça va de soi. Aujourd'hui, moi qui étais de droite, je le dis très clairement, je ne serai plus nommé à l'université. Quelqu'un qui a mes idées, pourtant Dieu sait si je suis démocrate, pluraliste et rien d'excessif. Donc si vous voulez, il y a là vraiment la démocratie directe est bousculée de tous les côtés. Et mon combat, c'est de défendre cette démocratie directe, ce qui n'empêche pas certaines adaptations. Vous savez, il y a quelques dizaines d'années, le nombre de signatures à recueillir pour une initiative populaire était de 50 000. Aujourd'hui, il est de 100 000. Ça peut se comprendre avec l'évolution de la population. Ça, c'est la chancellerie fédérale qui a décidé de cette augmentation? Non, toujours, une décision comme ça passe par le peuple. Toujours. Et finalement, ça a été avalisé et c'est entré dans la Constitution. Alors, vous parliez à l'instant de certains universitaires, de professeurs qui mènent un combat contre la démocratie directe et vous vouliez qu'on parle de cet islamologue que vous connaissez bien, Tariq Ramadan. Expliquez-nous ce qui s'est passé avec lui. Je ne suis pas sûr que je voulais qu'on en parle. Mais c'est vrai que les médias
l'interviewait tout le temps, n'est-ce pas? Il était invité dans toutes les émissions, malgré le fait qu'on sait que c'est pas de l'islam, c'est de l'islamisme pur et dur. Alors, ce qu'il y avait avant les événements qui révèlent ces comportements, comment est-ce qu'on va dire, pour le moins problématiques avec certaines femmes, moi j'avais dit une fois à son propos, mais pourquoi dites-vous tout le temps que vous êtes suisse? Vous n'avez strictement rien de suisse. Et il a interprété ça en disant que je voulais lui retirer la nationalité suisse. Et il a ajouté, on verra dans quelques années qui, du professeur Windisch ou de moi, la Suisse aura honte. Entre-temps, c'est passé de quoi avoir plus que honte quand on sait maintenant, officiellement, concrètement, ces comportements et qui sont en justice en ce moment. Bon, on attendra le jugement. Il n'est toujours pas jugé, notre ami islamologue Tariq Ramadan. Votre ami. C'est une façon de parler. Oui, oui. Cela fait plus de 40 ans que vous dénoncez ce qu'on appelle aujourd'hui le wokisme. Vous parliez à l'époque de sociologisme dans les années 80. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient ce phénomène de société et pourquoi est-ce qu'il met en danger la démocratie directe, à vos yeux? Alors, si vous voulez, effectivement, dans les années 70, 70, 80, je parlais de sociologisme à propos de ces personnes qui attribuaient tous les maux de la société à la Suisse. Vous voyez, la Suisse était responsable de tous leurs problèmes. C'est la société qui était responsable. Et il y avait un écrivain qui allait dans le même sens pour montrer que la littérature, elle aussi, est touchée par le sociologisme et le wokisme. C'est le fameux livre Marx de Fritz Zorn, qui... Sorti en 77. Hein. Oui, et il est décédé en 79 d'un cancer. Et lui, tout son roman consistait à montrer que son cancer était dû à la société, à l'éducation, au milieu familial, qu'il était trop éduqué, qu'il n'avait rien à faire. Il était né dans un milieu favorisé, ce monsieur. Complètement favorisé. C'est un intellectuel renommé. Et là, vous aviez une conjonction extraordinaire entre, d'un côté, un sociologisme, une détestation de la société, et à la fin, vous avez un acteur qui prend une posture révolutionnaire, qui veut qu'il va mourir de son cancer, mais son cancer devra détruire la société suisse. Il devient révolutionnaire. Donc, vous avez eu toute une série de choses de ce goût-là, une espèce de... À l'époque, on parlait d'autoflagellation. La Suisse, il y a des Suisses qui ne supportaient pas qu'on soit considéré comme un modèle sur certains points, et ils trouvaient toutes sortes de défauts à cette Suisse. Bien sûr qu'elle en a. Mais c'était comme une espèce... C'était vraiment maladif, vous voyez. La Suisse n'existe pas. Vous aviez des slogans dans des expositions de ce type-là. La Suisse n'existe pas. Vous voyez, vraiment, il y avait une véritable haine de la Suisse. Et ça, évidemment, on oublie, mais en répétant constamment, vous créez le doute chez les gens, vous préparez le terrain à toutes sortes de revendications, vous voyez, qui vont dans un sens opposé en disant que la Suisse est conservatrice, réactionnaire, opposée au changement, et vous imposez vos petits thèmes qui, petit à petit, par la discussion, vont entrer dans le débat public. Un petit lavage de cerveau, et puis après, comme en France, il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'y avait pas de culture française. Tiens, ça me dit quelque chose. Mais alors, vous voyez, c'est énorme de dire des choses comme ça. Il y a toutefois des défenseurs, Uli Windisch, de cette démocratie directe suisse. C'est le cas du parti UDC, dont la figure emblématique est Oskar Freisinger, qu'on a d'ailleurs reçu ici à TV Liberté. Comment mène-t-il le combat, ce parti ? Alors, si vous voulez, l'UDC est bien sûr diabolisé, vous voyez, mais c'est le rare parti patriote, vraiment souverainiste, qui se bat contre l'Union européenne, contre, à l'époque, l'espace économique européen. Il était question que la Suisse entre, et ça a été le combat où il a réussi à l'emporter auprès de la population. Ça, c'est capital de montrer que, si vous voulez, on ne discute pas pour discuter simplement. Il y a eu plusieurs initiatives populaires venant de minorités, et par exemple de ce parti-là, qui ont emporté le oui des résultats positifs. Il y avait les fameux minarets, n'est-ce pas ? Interdiction de construire des minarets en Suisse. La burqa, en fait, c'est la dissimulation du visage, on dit plutôt. Eh bien, vous voyez, ça, c'est les potentialités de la démocratie directe permettent parfois d'imposer des thèmes
qui vont à l'encontre de ce politiquement correct, de ce sociologisme, de ce wokisme. Et en ce sens-là, je pense que c'est grave que des minorités, par des actions maintenant violentes de toutes sortes, veulent imposer leur sujet sans passer par la discussion publique. Et en plus, quand vous avez l'appui des médias, oui, vous prenez un poids disproportionné, et ça, c'est contraire à l'esprit quotidien de la démocratie directe. Je crois qu'il y a le cas d'une initiative citoyenne qui avait été approuvée par les Suisses, une initiative citoyenne d'origine patriote, à l'esprit patriote, et que les autorités ont refusé de faire appliquer. Alors ça, c'est le pire. C'était une initiative populaire qui visait à expulser les criminels étrangers. Et voilà que ça passe. Les autorités ne l'ont pas appliqué. Eh bien, vous savez ce qu'a dû faire le Parti patriote et souverainiste? C'est une première dans l'histoire de la démocratie directe. Une deuxième initiative de mise en application pour qu'on mette en application la première. C'est complètement surréaliste. Il y a eu un ou deux autres cas. Une initiative populaire contre l'immigration de masse qui avait été approuvée et dont on n'a tout simplement pas tenu compte. Oui. Donc, vous voyez, on commence vraiment à attaquer la démocratie directe sur certaines de ses constituants. Alors justement, vous parliez d'immigration à l'instant et vous dites que c'est un exemple intéressant pour illustrer le combat de certains contre la démocratie directe. Oui. Alors, l'immigration, ça a été un thème, il faut le dire, constant en Suisse depuis les années 60. Environ plus de 20 initiatives populaires sur un sujet ou l'autre de l'immigration. Dans les années 60, 70, c'était le pourcentage de la population étrangère qu'on voulait réduire de 15 à 10% l'initiative Schwarzenbach. Mais dans les autres pays européens, vous savez, vous aviez 3, 4, 5% d'immigrés. En Suisse, après la guerre, très vite, dans les années 60, déjà 15%. Donc ça créait des problèmes. Donc initiative populaire, vous voyez, le fait de discuter de tels problèmes abréagit les tensions, les conflits. Une vingtaine d'initiatives populaires. Aujourd'hui, voilà, si vous voulez, à gauche, l'extrême gauche, la démocratie directe, le système politique suisse n'a aucune importance. Ils veulent passer du droit du sang au droit du sol pour les jeunes immigrés, pour les immigrés à partir de 18 ans qui ont fait leur scolarisation en Suisse. Mais vous voyez, c'est là qu'on attaque l'idée de patrie, d'identité, l'affirmation d'une identité qui ne compte plus rien du tout. Il suffit d'avoir 18 ans et c'est comme ça qu'on crée des nouveaux conflits. Vous en connaissez un sujet de ce type-là en France, avec des gens qui ne sont pas du tout, même pas parler d'assimilation, intégrés et qui devraient être naturalisés. C'est la seule chose qu'il ne faut faire en aucun cas. Moi, je vais même plus loin. Je dirais que la naturalisation, c'est quelque chose de très important. Il faut une identification au pays. Et je dirais même que lorsqu'on accorde la naturalisation, il faudrait qu'elle soit à l'essai. C'est-à-dire qu'on la confirme après 3, 4, 5 ans que les individus sont vraiment intégrés. Ça me paraît, évidemment, vous devinez, ça va créer des sursauts formidables. Oui, la naturalisation à l'essai contre ces gauchistes qui, souvent, ce qui est intéressant, sont d'origine immigrée, n'ont aucun intérêt pour la Suisse. Leurs parents ont souvent été des ouvriers immigrés. Je pense qu'ils se disent on va venger le fait qu'ils ont été exploités et s'acharnent sur la Suisse. Ils sont socialistes, de gauche toujours. C'est un phénomène exploité d'ailleurs. C'est un domaine qu'il faudra encore explorer. Mais c'est quand même surprenant. Terminons notre entretien, Uli Windisch, avec une question en lien avec les événements qui se déroulent à l'est de l'Europe. Vous expliquez qu'à présent, la Russie considère la Suisse comme un pays hostile, alors que ce pays, la Confédération helvétique, a été le siège de sommets déterminants entre Russes et Américains, notamment. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous remercie pour cette question absolument déterminante, qui montre à quel point les changements sont incroyables et les autorités soumises, je ne sais pas ce qui leur prend, mais n'oublions pas, Genève, comme vous venez de le dire, a été le sommet de rencontres mondiales qui ont joué un rôle dans l'avenir du monde, entre Gorbatchev et Reagan, ensuite entre Poutine et Biden, à Genève.
Et maintenant, si vous voulez, la Suisse, tout à coup, s'agrège aux mesures prises contre la Russie. La neutralité, l'indépendance sont bafouées malgré tout ce qu'on nous raconte. On nous parle de neutralité dynamique, qu'il faut changer. Eh bien, voyez-vous, le fait que la Russie dise que la Suisse est maintenant un pays hostile, mais c'est d'une gravité extrême, ça veut dire que ça nie l'identité foncière intéressante qui a rendu service au monde entier. Tout à coup, on ne se rend pas compte qu'en voulant, et vous savez, il y a pire, on est entré dans l'OTAN, maintenant la Suisse vient d'entrer dans le Conseil de sécurité. Ça veut dire qu'à la limite, la Suisse devrait, à la limite, approuver des guerres. Elle collabore aussi avec l'OTAN, j'imagine que les contacts sont déjà assez avancés. Tout ça détruit une identité, un système politique unique, envié partout, et dont certains, même les autorités, ont une obsession, c'est d'être progressiste, ouvert, moderne, tout ce que vous voulez. Woke, bien sûr aussi, ça va sûrement se développer. Ça, je trouve que c'est une catastrophe et vous n'êtes pas entendu en disant cela. Il y a une espèce de courant majoritaire, toujours la même chose. Les groupes minoritaires, les médias, les autorités qui vont dans ce sens, n'est-ce pas? Qui ne veut pas accepter ça, entrer à l'OTAN, entrer au Conseil de sécurité, tout ça, la Suisse maintenant doit participer aux sanctions. Mais qui pourra à ce moment-là être une fois neutre, une plateforme de discussion, d'entente, comme on l'a été pour les grands sommets mondiaux, je le rappelle. Cela veut dire qu'il n'y aura plus en Suisse de tels sommets. Ça me paraît quand même d'une gravité extrême. Mais d'ailleurs, il y a un sommet qui s'est récemment terminé, c'est celui de Davos, mais je ne sais pas si ça va dans l'intérêt des Suisses, ce qui se discute à ce sommet. Willy Windisch, on a fini cet entretien déjà, je rappelle le titre de votre ouvrage, « La Suisse trahie par les siens pour le réel contre sa perversion par l'idéologie que nos téléspectateurs pourront retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté ». Merci monsieur. Merci beaucoup à vous, Pierre Bergerot, de m'accorder l'asile médiatique en France et plus particulièrement à TV Liberté. C'était avec plaisir.